Venez, venez, je vous fais une petite présentation de où on se trouve et après Vincent va faire une présentation sur la thématique. C'est juste parce que c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de venir ici, en général ils vont au J4, ils pensent que le MUSEM c'est juste le J4 et le Fort Saint-Jean. Et en fait, c'est 3 bâtiments le MUSEM, c'est le J4, le Fort Saint-Jean et le Centre de conservation et des ressources du MUSEM, qui a été livré avant le musée, puisque le MUSEM vient du Musée national des arts et traditions populaires, et que c'est un musée donc assez ancien, qui date de la fin du 19e siècle, et qui a déménagé en 2012, mais qui a été pensé en 2005. C'est-à-dire qu'en 2005, le Musée national des arts et traditions populaires, qui est à Paris au Jardin d'Acclimatation, a fermé, et il y a eu un transfert des collections pour que naisse le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et Marseille a été présentée comme la ville en France qui pouvait recevoir ce type de musée. Donc, ce qui veut dire que les collections du MUSEM, que vous voyez en partie ici, puisqu'on est dans la réserve qui est visitable, c'est la réserve qui est dédiée à l'accueil du public, et qui présente une petite partie, un échantillon de nos collections. Cette réserve-là, elle fait partie des 17 réserves qui sont dans ce bâtiment. On a 10 000 m² ici et on conserve 1 million d'items, dont 350 000 objets. On a des archives, on a des photos, du son. Et tout ça n'est pas forcément visible côté musée. Donc cette partie du musée est quand même importante puisque ce sont les réserves. Elles accueillent du public mais pas partout. C'est pour ça qu'effectivement la grande réserve, elle est accessible qu'à certaines occasions, pour certains événements ou surtout les journées du patrimoine. Voilà. Ici c'est l'appartement témoin, donc ça permet de voir aussi tous les pôles qu'on conserve au niveau du musée. Vincent Giovannoni est en charge des arts du spectacle, mais on a aussi par exemple des pôles croyances et religion, sport et santé, corps, apparence, sexualité, mobilité, métissage, communication, commerce, industrie, artisanat. On a un secteur art contemporain qui comprend pas mal de graffiti. Et on a un pôle, un secteur art, histoire du musée, puisque c'est un des premiers musées de société et que ça a fait, c'était important, l'histoire des musées, des écomusées, c'était un des premiers à conserver des objets du quotidien. Donc on n'est pas un musée de beaux-arts, on conserve des objets de la vie de tous les jours pour une transmission et pour autre chose éventuellement. Voilà. Donc je laisse la parole à Vincent, le maître de cérémonie. Voilà, donc cette première partie, ça m'amuse d'ailleurs que ça soit enregistré pour cette partie-là. On n'avait pas prévu ce premier moment de présentation générale, mais comme vous le dit une partie des gens qui souhaitent assister à cette matinée, qui sont allés au J4, il y a une sorte de tri qui s'est opéré entre ceux qui sont très futés, qui ont compris que ça se passait ici, puis les autres qui sont allés ailleurs. Ça leur fera plaisir de pouvoir regarder tout ça en replay. Donc les arts du spectacle au MUSEM, c'est une collection effectivement ancienne. Alors on n'est pas vraiment sur le spectacle, mais sur la partie d'instruments de musique. La pièce qu'on considère comme la plus ancienne dans nos collections est un tambour, donc un instrument de musique, hein, pour faire simple. Et les arts du spectacle aujourd'hui, c'est une collection de près de 35 000 objets, plus un nombre d'archives absolument phénoménal. Ça va, les arts du spectacle au MUSEM. Alors on est dans les spectacles populaires, donc ce qui est produit par le peuple, pour le peuple. Ça va des marionnettes aux instruments de musique, y compris des instruments de musique automatiques, dont cet orgue-forain, dont je vous dire un petit mot tout à l'heure. On a une collection d'automates très importante également. À chaque fois que je parle du cirque, des collections de cirque, art forain, automates, marionnettes, on est dans les premières collections européennes, voire mondiales, en quantité et en qualité également, bien sûr. Les arts du spectacle sont très loin, puisque nous, ça s'étend jusqu'à la tauromachie, qui pourtant dépend du ministère toujours de l'Agriculture. Mais bien sûr des costumes de toreros et tout un ensemble d'éléments relatifs à la bovine, donc les jeux avec les taureaux qui sont chers à notre région et au monde méditerranéen en général. D'ailleurs, j'en profite pour une petite assise pour cette histoire puisqu'on est en pleine saison
de Bouvines, donc de jeux avec les taureaux. Quand on parle d'Amérique latine, c'est le grand spectacle, c'est le rodeo. En français on dit rodeo en général, le rodeo et la corrida pour la partie Colombie, Venezuela, etc. Donc ce sont des jeux avec les taureaux, les chevaux, les animaux qui ont été apportés d'Europe et avec lesquels on joue depuis l'Antiquité, du culte du Mitra aux arènes romaines jusqu'aux corridas qu'on peut voir aujourd'hui encore en Colombie, à Séville, à Nîmes ou à Arles, dans les Bouches-du-Rhône. On est sur une histoire qui est à la fois très locale, une histoire méditerranéenne, et qui finit par devenir une histoire au monde. Le spectacle ayant bien sûr une part très très importante dans cet effet de globalisation. Et parmi les champs importants, très importants du MUSEM, nous possédons, je vais y revenir tout à l'heure, un fonds qui s'appelle le fonds du musée de la chanson, le musée de la chanson française, qui est un projet qui n'a pas réellement vu le jour, qui a été porté par monsieur qui s'appelait Louis Merlin, patron d'Europe 1, créateur de la maison disque Fontana, qui avait accompagné la chanson française pendant toute sa vie, qui s'inquiétait de voir tout ça disparaître au profit des yéyés et du rock'n'roll, donc du grand n'importe quoi, et qui donc a collecté en masse en animant des soirées pour ramener de l'argent, demandant aux artistes de bien vouloir déposer les œuvres, donc je vous en présenterai quelques-unes, et on a comme ça tout un ensemble de partitions absolument remarquable et intéressant pour comprendre ce qu'a pu être la chanson française jusque dans les années 60. Louis Merlin, à l'époque, était déjà un peu un vieux monsieur, et donc pour lui, ça s'arrête avec Miss Target et Maurice Chevalier. Les collections du MUSEM reprennent par la suite, avec cette question de musique amplifiée, avec, pour la partie française, John Hallyday et Michel, et tout ce qui pouvait tourner autour du golfe de Rouen. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est spécifiquement chanson. Pour la partie rire, on a également beaucoup, avec les arts du cirque, les clowns, on a une très belle collection de cartons, c'est-à-dire de dessins des costumes vicaires, les costumes vicaires étant les costumes emblématiques et plus importants des clowns. Un clown qui avait parfaitement réussi sa vie se faisait faire sur mesure un costume vicaire. Costume vicaire, il faut comprendre, c'est des costumes à paillettes, des clowns, on a tout ça quelque part dans notre cerveau comme image. Ça valait le prix d'une voiture à l'époque. Donc il fallait quand même un clown qui avait particulièrement réussi pour pouvoir s'offrir ce genre de costume. On a toujours sa partie justement clown, bien que le rire ne soit pas, je pense au contour de Jacques Serrano, pas réservé au clown. On a toutes sortes de choses qui des fois m'amusent. Vous voyez, on a en lien avec la Philharmonie de Paris, qui a évidemment une grande collection d'instruments de musique. On a aussi beaucoup d'instruments de musique, assez étonnamment d'ailleurs, plus d'instruments de musique ici, mais très populaires. Il y a des sifflets en bois, des instruments, on va dire sans grande noblesse, mais moi personnellement j'ai déjà sifflé dans des sifflets en bois, alors j'ai jamais touché un violoncelle de ma vie, ou une clarinette, c'est une question de moyens, donc on est sur des instruments très populaires, et donc on nous a demandé qu'est-ce qu'on avait comme instrument de musique, parmi les instruments de musique que j'ai cités. On a dans les vitrines, vous pouvez le voir peut-être tout à l'heure, un gant blanc de clown avec des petits sifflets au bout des doigts qui permettaient dans un numéro d'augmenter le spectacle par un petit peu de musique. Voilà, pour combler les manques, les transitions, un petit peu comme je suis en train de le faire, en attendant que nos amis arrivent du J4. Donc dans les parties importantes des collections du MUSEM, on a toutes, je vous ai parlé des arts du cirque, pour lesquels on a une collection extrêmement importante. Et aujourd'hui, de fait, la collection publique, sans doute une plus belle collection à l'échelle de la planète. Et on a, par exemple, cette maquette du cirque Hamar, cirque célèbre de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui est présentée régulièrement, qui a été présentée il y a peu à la scène royale d'Arc-et-Senans, qui a présenté une très très belle exposition sur les arts du cirque. Donc le commissariat avait été confié à Bernard Kudlak. Bernard Kudlak, pour ceux qui ignorent le nom, c'est le créateur, directeur du Cirque Plume, et qui, au moment de boucler la boucle, le Cirque Plume, il a fermé ses portes, a mis en place une exposition rétrospective, non pas sur l'histoire de son cirque, parce
qui aurait été un petit peu égoïste de son point de vue, c'est extrêmement généreux, fait une exposition au cirque. Et quand je dis extrêmement généreux, c'est que, vous voyez, vu de loin, on se dit un style de cirque, un clown, c'est presque une insulte souvent, clown. Mais même originellement, un clown, c'est ce qu'on appelait avant un clochard, un SDF, c'est une insulte. Le clown, c'est un trait de savate, c'est rien. Donc, souvent, on imagine que les gens du cirque ne sont pas grand-chose. Quand on discute avec quelqu'un comme Bernard Kudelak, on est sidéré, quel que soit le peu de préjugés qu'on pense avoir, par son niveau d'intelligence, de culture, le nombre d'auteurs qu'il a pu lire, et pas simplement, il y a beaucoup de gens qui lisent, mais qui ne comprennent pas grand-chose, mais qui sont capables de l'analyser pour cultiver la poésie qu'il offrait aux spectateurs du cirque pub. Donc ici, cette très belle maquette de cirque. Alors des cirques, vous savez, après-guerre, il y a une grande expansion du cirque itinérant. Auparavant, les cirques itinérants, on se déplaçait avec 2-3 roulottes, des chevaux, mais on n'avait pas les moyens de faire beaucoup plus. Pour présenter les grandes imageries et les grands spectacles, il fallait avoir des moyens automobiles. Et la fin de la Deuxième Guerre a laissé sur place toutes sortes de camions, des tracteurs, des semi-remorques, qu'on a un peu laissé à l'abandon et que les gens du cirque ont réutilisé pour organiser des spectacles. La première chose qui permettait de se déplacer un grand chapiteau, déplacer des animaux, déplacer des artistes en nombre, le matériel, vous voyez, quand on fait des grands numéros d'acrobatie, de trapèze, il faut pouvoir emmener tout ça. C'était tous ces camions, tous ces roulottes qu'on voit ici. Donc, quand on est à l'intérieur du chapiteau, on oublie toute cette histoire autour du Barnum, mais pour qu'il y ait ce Barnum et ces spectacles de grande dimension, il fallait qu'il y ait aussi autour tous ces moyens, et donc ce type de maquette permet de le rappeler, de le présenter. Celle-ci, vraiment très belle maquette, restaurée récemment, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Je suis toujours étonné de ces métiers de restaurateur. On imagine que ce sont des gens qui restaurent des chefs-d'œuvre au Louvre et qui, entre guillemets, ne s'abaisseraient pas à mettre beaucoup d'attention, d'amour dans la restauration d'œuvres populaires. Je suis toujours fasciné par la gentillesse, l'ouverture, la précaution de ces restaurateurs, que je remercie énormément. Déjà pour l'amour qu'ils apportent dans ces pièces et qui transparaît par la suite. C'est toujours très touchant. Et pour ce qui est du travail des restaurateurs, on va y revenir, puisque toujours pour cette même exposition à la Saline Royale, lieu sublime, pour ceux qui ne connaissent pas la Saline Royale, allez-y, architecturalement, c'est à tomber. Pour mes goûts à moi, c'est l'architecture industrielle, mais pour mes goûts à moi, c'est beaucoup plus intéressant que Versailles. Mes goûts à moi. Mais bon, je suis d'origine protestante, on le verra tout à l'heure. Vous comprenez qu'un protestant ne soit pas particulièrement intéressé par l'honneur du roi Soleil. Je vous renvoie une petite histoire. Donc, parmi les très belles pièces de nos collections, on a ce limonaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. On a plusieurs orgues forains, comme celui-ci. Alors, il y a des orgues qui ont été construits pour. Vous connaissez tous aujourd'hui les boîtes, les discothèques. Avant, dans les discothèques, il y avait des disques. Avant les discothèques, il y avait des orchestres qui jouaient. Et puis aujourd'hui, c'est du LP3, c'est chargé, ça permet toujours de danser. Donc il y a des orgues qui ont été construits pour remplacer les orchestres. Ça coûte un petit peu cher d'acheter un orgue au départ, mais ça coûte quand même moins cher que d'entretenir un orchestre. C'est pas le problème aujourd'hui, la création musicale, c'est à l'époque de Mozart, ça ne coûtait pas grand-chose d'utiliser 40-50 musiciens pour jouer ci ou ça. Mozart, ou pire encore de Beethoven. Aujourd'hui, quand il faut payer 50-60 musiciens pour interpréter un morceau, ça coûte très cher. Et là, ça devient aujourd'hui compliqué pour les producteurs de musique de présenter des morceaux qui supposent la présence de nombreux musiciens. Donc ce type d'orgue, qui est unique, donc à destination foraine, avait pour fonction d'attirer le chaland à l'extérieur en faisant beaucoup de bruit. On est au départ avant l'invention de l'électricité, donc il n'y a pas, vous comprenez, il n'y a pas d'ampli. Le son il est produit que par cet orgue. Il y a ici des flûtes en métal, des flûtes en bois. Il faut quand même que s'il s'agit d'attirer le chaland avec tout le bruit qu'il peut y avoir dans une fête, il faut que ça fasse plus de bruit que les gens qui sont en train de parler, de blaguer, qui ont tous déjà un gars dans le nez. Et il faut que ça s'entende à plusieurs kilomètres à la ronde pour attirer du monde.
attirer du monde comme les autres personnes qui vont arriver du J4 d'un instant à l'autre. S'ils veulent brancher, on pourrait brancher le truc pour que ça marche un peu. Donc, on a toute une collection d'instruments de musique automatique qui sont des instruments absolument remarquables, une sorte d'ancêtre du MP3 ou de Deezer, qui permet d'écouter des morceaux en entier, qui étaient en l'occurrence imprimés sur carton, troués, et qui pouvaient jouer des morceaux. Et ce type d'orgue remplaçait le jeu de 20 musiciens en complexité musicale et en puissance sonore. C'est même pas rien. Donc on avait, il avait été restauré mais assez mal en 1995. Parce que il nous appartenait déjà, hein, mais la restauration, c'est plus ou moins bien fait, que les responsables sont plus ou moins attentionnés, compétents, voilà. Alors je n'ai pas de souci à le dire, enregistré face caméra, une très grande qualité, c'est d'être très incompétent et d'en avoir conscience. Donc comme j'ai conscience de ces limites importantes, je vais poser la question à ceux qui savent. Pour ne pas passer par la suite pour un idiot. Vous avez une formule qui dit qu'il vaut mieux rien dire et passer pour un idiot que l'ouvrir et ne plus laisser aucun doute. Dans mon cas, je dis rien, la question à ceux qui savent. Donc, pour cette exposition à la Saline, on a présenté ce limonaire qui avait un sujet central ici, qui était dans la salle qui était un monsieur. Et puis, je me suis rendu compte dans les archives qu'en fait, quand on l'avait acheté, il y avait une dame. Pas un monsieur, pas un chef d'orchestre, mais une dame qui était là. Et la dame en question, elle existait, mais elle était mangée par les vers, il y a des morceaux de bois qui étaient tombés, le bois qui avait cassé. On s'est dit qu'on allait la faire restaurer. Donc il y a des gens qui ont travaillé dessus, donc des restaurateurs, qui ont reconstruit tout ce qu'il y avait autour de cette petite statuette. Et qui l'ont mise en couleur sur la base des couleurs qui étaient présentes. On a été chercher des pigments comme on fait pour une très grande toile, une très grande collection, une toile de plusieurs millions d'euros. On a cherché des pigments, puis on remet ensemble en couleur. Et une fois remise en couleur, là, tout je voyais cette robe comme ça, à la romaine, au directoire, ou c'est quoi avec cette femme un peu bien en chair, c'est un personnage, c'est pas une sculpture au hasard. Et quand on cherche un tout petit peu dans les archives, on s'aperçoit qu'en fait, cette statuette ressemble incroyablement à une dame qui s'appelait Hortense Schneider, et qui était la cantatrice préférée d'Offenbach, et qui a tenu les principaux rôles de ces opéras bouffes. Au moment où cet orgue a été réalisé, elle était encore au sommet de sa gloire. Et donc on imagine très aisément la personne qui fait réaliser ce limonaire pour le vendre. Vous voyez, je rajoute un peu et vous me faites une Hortense Schneider. Et on lui fait une Hortense Schneider. Donc on avait, je vous dis au départ, un monsieur, assez banal, pas cher, une vieille statuette, qui a monté la statuette. Les restaurateurs font leur travail, je fais un peu le mien, et finalement, on découvre que ce personnage anonyme, cette statuette représentant un personnage anonyme, représente en réalité quelqu'un de patriotique qui a une histoire et qui permet de repenser les choses d'une manière tout à fait nouvelle. Et du coup, de penser aux airs qui vont avec cet orgue forain d'une autre manière, puisqu'évidemment, il renvoie à toute cette époque-là. Et également, après, ces détails pour ceux parmi vous qui sont musiciens, enfin, si vous êtes là dans le cadre de la philosophie et les chansons, vous avoir un petit peu l'oreille. Il y avait deux Kessler, une ici, une là, ce qui est un peu aberrant. Pareil, je pose la question au restaurateur, donc pourquoi est-ce qu'il y a deux Kessler, c'est quoi l'intérêt? Je suis nul, mais quand même. Et puis on regarde, et puis je pose des questions aux archives de la maison. Et donc, surtout ce type d'orgue, il n'y a jamais eu de Kessler. Il y avait une Kessler et une grosse caisse. Donc, on a enlevé une grosse caisse de maison limonaire pour l'installer derrière. Là où elle est installée, on a profité également pour mettre cette cymbale qui était dans l'autre sens, alors qu'elle est frappée par derrière, dans le sens où elle avait dû être. Et donc, à l'occasion d'une restauration toute simple, on a pu, d'une part, remettre dignement en fonction cet instrument de musique, parler des caisses, des machins, des soufflets, etc. Et donner un nom au personnage principal. Encore une fois, vous voyez, on se dit que le restaurateur, c'est le gars,
Oui, comme le gars qui rechappe les pneus, qui vous bricole votre moteur de voiture, ça n'y a pas une vraie plus-value, par exemple, d'un seul coup, vous servez de bagnole. Vu de loin, quand on est un peu méprisant, restaurateur, c'est un métier d'une très grande noblesse, d'une très grande hauteur. Et donc je suis toujours ravi, je vous ai parlé de cette plus-value d'attention et d'amour que les restaurateurs peuvent accorder à la restauration d'une maquette, à la restauration d'un orgue forain. Et cette plus-value d'amour, elle est rendue au public à l'occasion de l'exposition. Alors ici, évidemment, c'est un peu difficile de se rendre compte parce qu'on est dans des conditions de réserve, pas des conditions de démonstration de type musée, avec les beaux éclairages, la mise en scène qu'il faut, le fond d'une certaine couleur. Mais malgré tout, déjà, cette pièce, qui auparavant dans la réserve était en morceaux séparés, va être entièrement réassemblée pour que dans cet appartement témoin, le public qui peut venir très régulièrement puisse voir ce type de pièce. Donc encore une fois, merci aux restaurateurs qui travaillent sur ce type de pièces et en plus des restaurateurs au travail commun qu'on peut faire. C'est-à-dire, vu de loin, oui, je suis conservateur, vous êtes conservateur, vous savez plein de choses. Non, je suis un conservateur, c'est un morceau dans une chaîne. On ne fait jamais que les choses ensemble. Ça va, vous voulez soulever un peu? S'il y en a qui s'énervent, Alors, oui, là, j'avais préparé quelque chose comme sujet un peu. C'est compliqué, hein, ce dont je vais vous parler. C'est pas seulement d'ailleurs au départ. Bon, le titre au final, c'est de quelques chansons ignobles, mais vous verrez que je vais vous parler de quelques distractions ignobles. Des chansons, bien sûr, pour rester dans le thème et les chansons, mais aussi des distractions en général. Donc là, je vais refaire 5 minutes un petit peu le conservateur, pour raconter une chose ou deux. Je vais mettre l'icône ici pour ne pas trop à l'époque là, parce que c'est collé. Je ne sais pas si c'est collé, oui, ici c'est collé, donc le papier, je vais toucher comme ça. Présenter. Là, dans cette partie-là, je sors des collections art du spectacle. Au musée, vous avez une très belle collection d'images d'épinal. Très grande, très importante, somptueuse collection d'images d'épinal. Celle-ci représente la prise des forts de Hue. Hue, c'est la ville impériale de l'actuel Vietnam. Donc, la prise des forts de Hue, on pense d'un seul coup à la conquête du Tonkin, ce qu'on appelait pudiquement à l'époque l'expédition du Tonkin. Vous voyez, de la même manière que pendant longtemps il n'y avait pas de guerre en Ukraine, il y avait juste une opération spéciale, continue, pas de guerre. Parce qu'on envoie des bombes sur des gens, sur des bâtiments publics, sur que c'est une guerre, c'est une opération spéciale. Nous, pareillement, Français, au Tonkin, nous avons mené une expédition. Bon, ceux qui n'étaient pas d'accord, de l'autre côté, on les a un peu découpés, c'est la guerre. Enfin, pas la guerre. Une simple expédition, il s'agissait d'étendre plus. Donc ce qu'on appelait l'expédition du Tonkin, c'est une succession d'opérations militaires menées pendant la Troisième République, sous le gouvernement de Jules Ferry. Alors Jules Ferry, pour beaucoup de gens, on en parle encore tout à l'heure un collègue, Jules Ferry, c'est un monsieur très bien, auquel on doit l'instruction laïque et obligatoire. Donc, quand on est républicain, forcément on pense du bien de Jules Ferry. Moi, Jules Ferry était très en faveur de la politique d'expansion coloniale, au point que ses opposants de surnommer le Tonkinois s'agissant de cette affaire. Donc la conquête du Tonkin, c'est à la fin du XIXe siècle. On oublie que dans les années 70, 71, vous avez tous entendu parler de la Commune de Paris, soulèvement général, Jules Ferry était maire de Paris, et donc quand il y a eu des insurgés, des fédérés, lui qui était maire, il n'a pas du tout supporté vouloir être remplacé par du peuple, et donc ils font partie de ceux qui ont, en tant que maire de Paris, largement poussé à ce qu'on calme les fédérés, les communards. Ça fait 20 000 morts quand même. Oui, très sympa pour ce qui est de l'instruction républicaine laïque obligatoire, très bien, mais s'agissant de toucher à l'ordre républicain et à son poste de maire de Paris, il ne fallait quand même pas trop pousser.
Donc on est dans une période absolument assez violente, et où les gens les plus républicains, comme Jules Ferry, sont persuadés, alors là c'est fondé dans une époque, dans d'autres mentalités, de l'intérêt de la colonisation. Il écrit, je vais vous lire un de ses discours à l'Assemblée, au moment de la fin de la guerre de Tonkin. Il voit la politique coloniale de la France pour ses aspects humanitaires et civilisateurs. Vous voyez, à cette époque-là, il n'a pas été simplement maire de Paris, président du Conseil des ministres, c'est-à-dire responsable de la politique de notre pays. Et il poursuit en expliquant que, de son point de vue, les races supérieures ont le devoir de civiliser les races inférieures. On est il y a à peine plus de 100 ans. Donc, à peine plus de 100 ans, au plus haut niveau, quand on menait ce type d'expédition coloniale, c'était un peu pour faciliter la vie des marchands, équilibrer la balance commerciale française, mais aussi parce qu'il était de notre devoir républicain, nous, les races supérieures, je dis ça en tant que mâle blanc de largement plus de 50 ans, d'éduquer, de civiliser les races inférieures. On est enregistré second degré, avec les chansons. Donc l'Indochine française a été fondée en 1887 et a duré jusqu'en 1954. 1954, l'élément qui a fait que ça s'est un peu arrêté, c'est cette célèbre bataille de Dien Bien Phu, qui s'est très mal terminée pour les armées françaises. On s'est fait piéger pour toutes sortes de raisons dans une cuvette, bombardée, et on a dû repartir. Le pays est finalement devenu indépendant. Ça a été plus compliqué que ça, puisque après il y a eu, vous savez, la guerre du Vietnam avec les Américains, vous avez tous vu des films là-dessus. L'Europe, l'Occident ne voulait pas vraiment lâcher le morceau. Donc fin 19e, ça dure jusqu'en 1954, avec une politique quand même coloniale très coriace et très tendue. Vous avez des rapports avec les chansons de Jacques Sernon qui s'énerve, mais c'est quoi le rapport? Alors il y a des gens connus dans le métier de distraire, voilà, comme Maurice Chevalier. Je vous ai parlé tout à l'heure du fonds de la chanson française, qui est dans la collection. Nous avons ici un canotier de Maurice Chevalier, dédicacé pour le musée de la chanson française, 1965. Voilà. Maurice Chevalier, pour ceux qui l'auraient oublié, qui seraient trop jeunes ou qui ne connaîtraient pas ce genre de choses, donc c'est un chanteur célèbre. J'ai préparé une petite photo qui est, je ne sais plus où, mais sinon on l'a ici. Bon, voici une photo de Maurice Chevalier, c'est une simple photocopie. On l'a ici sur une partition, il n'y a viendra. C'est à l'époque l'archétype du French lover. Donc il a son canotier très français, les bords de Marne, les promenades au bord de l'eau, le petit vin blanc. Et il a une carrière hollywoodienne, donc il va vivre un temps avec en France, avec Mistinguett, et puis après des aventures avec Fréhel. S'il y a un côté sympathique, c'est quand il est avec Fréhel, il est défoncé à la cocaïne et qu'il a beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a quand même quelque chose qui vous saute. Donc voici encore, vous voyez, une des partitions d'une chanson de Maurice Chevalier. Et Maurice Chevalier, qui est un chanteur connu, a le souhait de chanter des chansons qui marchent, qui soient... donc il fait des reprises une de ses reprises célèbres, c'est la chanson de La Petite Tonkinoise. On y arrive, vous voyez, la guerre du Tonkin, fin 19e. Et donc en 1906 sort une chanson dont la musique a été confiée à Vincent Scotto. Vincent Scotto, musicien, auteur marseillais célèbre. Et donc cette petite tonkinoise, je pense que ceux qui ne la connaissent pas la retrouveront facilement via... voilà. Vous êtes d'accord pour la chanter un petit peu, facilement? Non? Ah oui, vous allez chanter, puis voilà. On fait sa maline et puis après... Alors, donc dans les chansons, cette petite... Ma tonkinoise, c'est une chanson célébrissime de l'époque.
Et quasiment tout, on l'entend fredonner dans plein de films, et les vieux qui la chantent, Maton Kiki, Maton Kimoise, ah c'est mignon, Maton Kimoise. Alors je vais vous dire les paroles de Maton Kimoise. On est ici, voilà, la version originale, chantée par Paulin, qui était un chanteur extrêmement connu à l'époque. Voilà, je vous donnerai des photocopies tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont venus jusqu'ici. Voilà, pour la photo, vous venez sans y voir, comme ça. Vous voyez les paroles. Pour me distraire sans manière, autre qu'un je suis parti. Pour me distraire sans manière. Oh, je suis colonial. Hein? Ah, quel beau pays, mesdames. C'est le paradis des petites femmes. Et j'espère qu'elle est féministe, parce que c'est fatigué. Elles sont belles, elles sont fidèles. Et je suis le chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélanie. Sympa, vous plaît. Mélanie. Très gentille. C'est la fille d'un marin très fameux. C'est pour ça que sur sa poitrine, il y a 2 petites mandarines. Peu gourmande, elle ne demande, quand nous mangeons tous les deux, qu'une banane, c'est peu coûteux. Moi, je donne autant qu'elle veut. Sympa. La colonisation, on prend une petite banane sur place, et puis pour manger, tu veux de la banane, chérie? Voilà. Je ne veux pas parler ça, on imagine bien. Tout ce qui est derrière, et le public sur place qui. Oh, c'est un peu chaud, mais bon, allez, les filles exotiques, c'est quand même autre chose que ma bourgeoise. On peut en faire ce qu'on veut. Voilà, donc là on est sur des chansons d'une certaine époque qui ne sont pas d'une grande noblesse. Cette chanson, dans une version plus épurée, il n'y a pas la partie de Mange la banane, etc. A été également chantée par Joséphine Baker. Joséphine Baker, ça on va y arriver aussi, je ne fais pas de bêtises. Si vous voyez vraiment qui est Joséphine Baker, hein, une chanteuse célèbre et danseuse, on va y revenir. Donc Joséphine Baker est née en 1906 à Saint-Louis, Missouri. Là aussi, un petit retour sur l'histoire, c'est très important pour contextualiser historiquement, quel que soit le sujet sur lequel on travaille, toujours penser au contexte historique. Vous voyez, Maton Kimoise, quand on sait qu'on est quelques années après la conquête du Tonkin, et qu'il s'agit d'un peuple colonisé soumis au joug d'un pouvoir qui est absolument pas là pour rigoler, on commence déjà à écouter la chanson un peu d'une autre manière. Et puis les rapports évidemment ne sont pas équilibrés. Là, on a vraiment le mal blanc avec son sujet colonisé. Donc Joséphine Baker née en 1906 à Saint-Louis, Missouri. Aux États-Unis, les lois qu'on appelle Jim Crow imposent jusqu'en 1964, en fait jusqu'en 1968, une stricte ségrégation raciale. Ça aussi, tout le monde a entendu parler. Les robinets pour blancs, les robinets pour noirs, les lieux publics, les cinémas avec les entrées pour les noirs, les cinémas avec 4 entrées pour les noirs, entrées pour les blancs, et jusqu'à la fin des années 50, quand on était noir, quand on était blanc, ça s'est devant en plus, on était sur les jeux de place, et quand on était noir, on se mettait derrière. Donc il y avait quand même là aussi un régime qui ne régulait pas vraiment trop, et c'était des jurés, c'est-à-dire c'était inscrit dans la loi, c'était pas de fait, on n'était pas super sympa aujourd'hui, et quand on parle de racisme, oui, il y a tant de racisme, de gamme, sexisme, plein. C'est pas légal. Là, à l'époque, c'était légal. T'es noir, tu vas là. T'es blanc, tu peux aller là. Donc, Joséphine Baker grandit dans ce monde-là, dans son petit Missouri, loin, et puis comme quelle énergie et quel projet d'avancer. Elle arrive très très jeune à se produire à Broadway. Broadway, vous voyez, c'est le centre de New York, centre de Manhattan, l'endroit où se produisent les plus grands, les plus beaux spectacles nord-américains. Un artiste américain, son projet absolu, c'est un jour de pouvoir se produire à New York, Manhattan, Broadway, le top du top. Et il arrive à jouer très très jeune dans des spectacles à Broadway. Je saute une feuille. Donc, au terme de la Première Guerre mondiale, et principalement en France, l'élite s'intéresse alors à la production esthétique des peuples colonisés.
m'amusé à développer ce terme-là hier en finalisant l'écriture de cette petite présentation. Voilà qu'on appelait plus généralement les arts nègres. Déjà, aujourd'hui, ça peut un peu incorrect, mais cette production esthétique des peuples colonisés, comme ça marche assez bien, il y a les grandes expositions coloniales, les artistes qui s'intéressent aux arts nègres. Donc à Paris, la France, grande puissance coloniale, à l'époque, on se propose de produire un spectacle où il n'y aurait que du noir. C'est bien, ça donne nos racines, une force comme ça primitive. Nous, on est un peu dévitalisés, les noirs, ça remettrait un petit peu de jus. Et donc, on demande, il y a le projet qui va être lancé au Théâtre des Champs-Élysées, de présenter un spectacle où il y aurait seulement des noirs. Donc, le spectacle est monté, ça s'appelle La Revue Nègre. Ici, on n'a pas ces affiches-là dans les collections de mécènes, c'est pour ça que je vous présente une simple photocopie. Celui-ci, on l'a présenté dans une exposition récente à Bruxelles. Cette affiche-là appartient à la collection du Musée des Arts Décoratifs. On y voit Joséphine Baker, sauf que l'ensemble est un peu déceptif pour les producteurs, puisque les producteurs de musique, c'est les producteurs, des gens, c'est un business. Et je suis un peu déçu parce que la chanteuse, le leader de la formation, c'est une chanteuse de blues, et puis il y a des musiciens, et évidemment Sidney Bechet qui est dans la formation, et Sidney Bechet, c'est un peu. C'est trop cultivé, c'est pas ce qu'on. Alors pour les Américains, ils comprennent, mais pour les Français, c'est en fait la musique noire, un truc roots qui soit. Eh bien, ils n'ont pas le choix. On a fait venir ces artistes, donc on va faire une soirée blues, jazz. Paris est totalement fasciné par le jazz. Et puis, on va un petit peu sur le Charleston. Et pour les producteurs utilisent le mot en disant c'est bien votre projet, mais juste quelques jours avant que ça soit présenté, c'est pas assez nègre au sens colonial de l'époque. Et donc le metteur en scène a l'idée, repère parmi les choristes la jeune Joséphine Baker, et lui dit tiens toi, tu vas faire l'intro, la fermeture, tu vas annoncer un truc qui s'appellera la danse sauvage. Et tu lances avec machin. Il faudrait que ce soit un peu érotique, un peu chaud, puis sur des thèmes endiablés, un truc qui soit justement par rapport à la vente du producteur et qui correspond à la vente du public. Plus nègre, le jazz, le blues, ça c'est trop cultivé et ça ne correspond pas du tout aux attentes du public. Les sujets coloniaux qu'on vient voir pour ce genre de spectacle, puisque on est encore des colonies assez importantes, dans l'esprit des Européens, des Français en particulier, c'est des gens qui appartiennent aux races inférieures. Supérieures, c'est nous. Souvent, les gros spectacles, il faut qu'ils soient à la race inférieure, donc avec des musiques un peu primitives, dans cette primitive. Et c'est comme ça qu'on demande. Ah non, ça, je vous le dirai juste après. Après, bien sûr, demander à Joséphine Baker. Une fois de plus, vous voyez, par rapport à cette musique très cultivée, très complexe qui est le jazz, joué dans ce spectacle-là, notamment par Sidney Bechet, on a du mal à admettre que la culture ne soit pas spécialement blanche. L'idée, c'est qu'il y a d'un côté une culture blanche et de l'autre côté une nature noire. Une stricte séparation des deux. Alors là aussi, pour tenir le discours, je suis désolé, j'ai cherché une pièce qui n'est pas dans les collections, donc je la présente sous un simple photocopie. Voici ici l'affiche d'une grande exposition ethnographique coloniale. Voilà, donc je suis moi-même ethnologue, j'ai un peu docteur en ethnologie, sérieusement, je travaille dans un musée historiquement d'ethnographie. Donc dès le XIXe siècle, l'exhibition sauvage devient un spectacle de masse. Auparavant, on a présenté des sauvages, mais très peu. Vous voyez, Christophe Colomb revient d'Amérique avec quelques Indiens. On présente des sauvages, ok, mais au roi, à la cour, pas au grand public. Et très rapidement, comme on voit que ça peut rapporter de l'argent, on va chercher des sauvages. Et puis on nous montre dans des cirques, à côté des bêtes sauvages, les tigres, les éléphants.
et les sauvages. Buffalo Bill, qui est tourné ici dans la région, pour d'autres histoires, j'ai travaillé sur cette question-là. Quand il vient des États-Unis, dans sa troupe, il y a des gens qui ont des rôles de cow-boy, monsieur machin, ils ont un passeport, c'est l'avion. Il y a 20 bisons, 60 chevaux, 50 indiens. Il n'y a pas de nom. Donc on les présente comme des exotiques dans les ordres d'acclimatation. Et pour les montreurs d'ours, bon, c'est le métier, en plus de montrer des ours et des bêtes sauvages, on va montrer des noirs. Voilà. Mais pour que le public a quand même un petit peu honte d'aller voir ce genre de personnes, dans des monstres, à moitié des animaux, dans un cirque, le public un peu cultivé, on fait une exposition scientifique, ethnographique. On va présenter des sauvages du Dahomey, à l'époque où la France, cette exposition date de 1893, la conquête du Dahomey n'est toujours pas finie. Et sur l'affiche, également, vous remarquerez aisément, bon, elle a une tête de pithécanthrope, hein, je ne sais pas d'où le graphiste a trouvé ce genre de visage. On voit une femme qui est torse nu. Et d'autres derrière, les fameuses Amazones du roi Béanzin, qui sont également torse nu. Alors, c'est pas seulement qu'elles soient torse nu, parce que c'est la coutume sur place qui va intéresser le public. Là aussi, tout ça est enregistré. C'est que l'exposition avec des gonzesses à poil. Ça va attirer le public. Les gens qui vendent le spectacle, ils savent très bien ce qu'ils font. Je garde ça ou je coupe? Pardon? Je coupe au montage ça ou je garde? Gardez-le. J'assume, c'est le genre de... On est dans une époque. On sait très bien que pour vendre, ça facilite des choses. On aurait très bien pu prendre un guerrier farouche, on a une fille, les seins nus. Et en 89, alors moi je suis très content, c'était pas prévu du tout, mais en 1889, on inaugure, dans le cadre de l'exposition universelle, la Tour Eiffel. Création, preuve absolue du génie européen, du génie occidental, capable d'élever une grande tour métallique. Extraordinaire. Et cette même année, au pied de la Tour Eiffel, on présente des sujets coloniaux dans des villages nègres. C'est-à-dire que d'un côté, très haut, très élevé, il y a le génie européen, et puis en bas, dans les petites cases, il y a les races inférieures. Dans des musées, dans des expositions à caractère ethnographique. Et ces femmes, bien sûr qu'elles sont féroces, bien sûr qu'elles ne sont pas là pour plaisanter, qu'elles, on va hésiter à lui faire manger de la banane tous les jours, pour reprendre l'expression chantée par Maurice Chevalier. Mais elles sont quand même d'un exotisme fascinant. Là, on revient sur Joséphine Baker, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui joue dans ce spectacle, La Revue Nègre. Et on lui demande donc en ouverture et en fermeture de jouer une scène qui va s'appeler La Danse Sauvage, en lui demandant d'insister sur les caractères érotiques et subjectifs du jeu avec un danseur. Donc, on lui demande également, comme la sauvage du Dahomey, de se mettre seins nus. Il faut imaginer que c'est une femme qui vient des États-Unis, un pays qui a priori n'est pas vraiment un pays sauvage, mais comme elle est noire, on dit la blague, là, tu vas te mettre les seins verts, puisque le public il aime bien, et tu vas danser de manière un peu. Vas-y, ça va chauffer le public. Et quand on est. Après le spectacle de La Revue Nègre, il y a un autre spectacle qui est créé, ça c'est le théâtre de La Revue Nègre, c'était au théâtre des Champs-Élysées, aux Folies Bergères, devant la réussite financière, bien sûr, succès public. Et le succès public, c'est la réussite financière du projet de théâtre des Champs-Élysées. Aux Folies Bergères, on prenait un spectacle qui s'appelle La Folie du jour. Je ne vais plus dire les choses de là, par contre, je peux le dire. Donc, spectacle La Folie du jour, Joséphine Baker va de nouveau être la star de la chose. Et on lui demande voilà, de danser
ça c'est l'image qu'on a à peu près tous de Joséphine Baker, qui danse avec une ceinture de banane. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on ne dit pas en général, c'est que Joséphine Baker, ok, elle a été mariée jeune, voilà, mais à l'époque elle a 19 ans. En droit français, en droit américain, à l'époque, on est majeur à 21 ans. Jusqu'à 19 ans, on est mineur. Donc, de fait, c'est une mineure qui danse à moitié nue. Personne n'a jamais dansé les seins nus face au public. Et là, ok, elle est américaine, mais bon, cette fille est noire, danser les seins nus. Et donc, dans le premier spectacle, elle avait les plumes, là, on lui met les bananes. Alors, on lui met des bananes. Parce que c'est encore plus rustique et exotique que les plumes, et que c'est associé au monde africain, au monde seul, mais c'est aussi un symbole phallique. Ça aussi, c'est assez bagarre, comme la banane de la petite tonkinoise. Et donc, on lui demande de danser les seins à l'air avec des symboles phalliques qui vont s'agiter autour d'elle. C'est-à-dire que quand on dit « Ah, Joséphine Baker, c'est sympa, c'est... Ah oui, quelle danseuse libre, libérée. » Oui, elle a un côté fofolle et qu'elle assume, elle est très gaie, très joyeuse, très... Mais dans l'esprit des producteurs qui lui disent « Tiens, oui, vous êtes là, il y a plein de jeunes femmes, j'en vois une, je dis tiens, je vais... Un plan, on va gagner des sous, tu te mets des seins nus, puis avec des trucs phalliques autour de la table, vous allez comprendre que c'est monstrueux. » Et souvent, quand on s'occupe de Joséphine Baker, on parle de libération, on trouve ça très ouvert, très heureux, très joyeux, alors qu'en fait, il y a quand même une histoire derrière que personnellement, je trouve, sur le mot qui est dans le titre, ignoble, sans aucune noblesse. Vous voyez ce qu'on demande aux artistes de cette époque-là. Et on lui demande, parce qu'elle fait bien sûr partie de services inférieurs que nous attendons de voir d'éduquer. Je ne sais pas si demander aux sujets colonisés de bien vouloir danser nus, comme dans les expositions ethnographiques, ça peut contribuer à un quelconque projet civilisationnel. Alors, comme si ce n'était pas assez, ceux qui ne sont pas suffisamment énervés, qui n'ont pas suffisamment envie de venir, là on sort de la chanson, et je vais vous présenter des jeux qu'on a dans nos collections aussi. Après, je pense que quelques-uns qui vont sortir là bien. Enfin, ceux qui sont un peu choqués, un peu énervés, allez voir un film parce que c'est quand même assez chaud. Donc voilà, dans les jeux qu'on a dans la collection, il y en a un, là. Ça c'est en dessous ici. Voilà, c'est un jeu, je vais mettre la collection en dessous, donc je vais mettre le tissu. Voilà, ici, un jeu de fête foraine. Voilà, comme je vois comme ça de ce côté-là. Voilà, donc il y a plusieurs sujets comme ça qui tournent ensemble dans le cadre des fêtes foraines. Ce sont des Marocains. Voilà. Et le jeu, c'est de leur tirer dessus. Ça fait, après, ils tombent, ils sont coupés en deux quand on va tirer dessus. Ça s'appelle le tir marocain. On a joué à ça dans nos fêtes foraines jusqu'au début des années 60. Puis bon, évidemment, par 62, ça a été compliqué de continuer dans les fêtes foraines, de faire payer pour un jeu où il s'agissait tir marocain, avec le jeu, avec le titre, tir marocain, pardon, ça s'appelle tir marocain. Voilà. Donc, comprenez que beaucoup de gens ont joué à ce jeu dans les fêtes foraines, et que c'était plutôt de bon goût, qu'on savait tirer, puis que bon, on va tirer sur des billes pour plate, c'est un peu nul, un peu rare. Et on a pire. On a un jeu qui s'appelle le jeu. Le jeu en plus s'appelle Tir Comique. Là, c'est un jeu qui a été produit par Maison Saucille. C'est toujours un petit jeu de tir, mais là, c'est pour les enfants. Parce que là, ici, c'est les adultes. Je dirais qu'un adulte qui est plus ou moins conscient, il est plus ou moins. Oui, tant que l'idée colonie, là, c'est pour les enfants, pour leur apprendre un petit peu les trucs sympas de la vie. Mais il y a un petit jeu, là vous connaissez tous vous avez peut-être vu ça quand vous étiez petits ou des petits cousins, vous avez des petits pistolets, vous savez, il y a un ressort à l'intérieur,
puis il y a un machin, puis au bout il y a une petite ventouse. Comme ça permet de tirer sur une cible, ce qu'on veut. Alors ce jeu-là, ça s'appelle tir comique en plus. Hop, je vous montre le tactique ici. Voilà, les outils, ça s'appelle tir comique. Parce que c'est comique, c'est sympa. Rire et chanson. Hein, c'est Arnaud. Donc ce jeu-là, on peut au choix, tirer sur un arabe, un asiatique, un noir, ou alors encore mieux, vous pouvez tirer sur une maman noire avec son enfant. Vachement bien comme jeu. Et ce jeu-là date des années 1920. Donc il y a une période où vous pouviez avoir le vieux tonton un peu réac, un peu fachou, qui amenait ça aux enfants en disant tenez les enfants, vous avez un truc, ah vous allez vous éclater. Voilà, donc vous voyez. Oui, c'est éventuellement des combattants, voilà. Un arabe, un chinois, un noir. Là, le noir, il a bien sûr des bananes, là, comme toujours. Pour Melaoli, comme pour Joséphine Baker. Et comme le sommet du sommet, pour moi, hein, c'est l'idée qu'on peut tirer sur une femme qui porte un enfant dans les bras. Voilà, là, je pense que j'étais assez loin dans l'affaire. Dans l'ignoble. C'était un peu la commande. C'était la commande. Voilà, pour ceux qui veulent venir, les toilettes sont concentrées sur la gauche. À droite. À droite. Oui, évidemment. Voilà, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, bon, je voudrais que j'ai poussé le bouchon un peu loin, mais ça fait partie de l'histoire. Ça, c'est dans le pôle vie publique. Pas vie publique, dans le pôle vie domestique. Parce que c'est un jeu pour enfants. Et évidemment, j'ai oublié de dire que quand on joue, c'est la tête qui tombe. C'est ça, vachement sympa, on est des capites. Bah, c'est une autre époque. Hein. La tête du bébé tombe pas. La tête du bébé tombe pas. Ah non, mais vous êtes vraiment méchante. Non, mais il y a Musso, il n'y a que sa maman qui est morte, ça va. Bon, c'est personne n'a envie d'aller là, du coup. Et du coup, ça relativise un peu les textes par rapport aux chansons. Les textes des actuels artistes. Oui. Où on dit qu'ils n'ont pas les talents de la musique ancienne d'avant. Oui. Ça permet de relativiser complètement sur ah ouais, mais lui, il ne sait pas écrire. Il écrit, c'est vrai que c'était mieux Maurice Chevalier. Là. La prochaine fois qu'on va dire c'est mieux avant. Il y a des choses qui étaient bien avant, hein, mais pas tout. Pas tout. La chanson est très célèbre, tout le monde connaît cette chanson-là, tout le monde est capable de la fredonner. On dit disant que la fille qui est un sujet colonisé s'appelle Melaoli, comme c'est la fille d'un mandarin, machin, quand le film fait de la banane, et tout, il n'y a pas on oublie ces choses-là. Et ensuite, on s'indigne aujourd'hui, on s'indigne des succédanies, mais là, donc je trouve que les choses vont malgré tout dans le bon sens. On s'apaise, c'est beaucoup moins, notamment à l'idée sur l'ensauvagement, la violence. On a des mots qui sont malgré tout toujours plus apaisés, de moins en moins violents de fait. Parce que si on peut expliquer à des enfants que pour s'amuser, on peut tuer des étrangers, des sujets colonisés, quand on est plus grand, pour continuer ce genre d'activité. C'est chanson qui, hier soir, dans Rire et Justice, Oui. on parlait du l'enseignant. Oui. Qui n'est pas non plus un truc. Non. De personne de petite taille. Voilà. Oui.
juriste qui a parlé du procès, du déroulement, et aussi du fait que les nains étaient fâchés parce qu'on leur prenait aussi un job. Oui. Ils revendiquaient la liberté de faire ce qu'ils veulent de leur corps. Bon, il n'y a pas si longtemps encore, ça ne me paraît pas trop. Ah non, mais et puis il y a une question de savoir jusqu'où met le curseur. Justement, c'est l'association des nains nord-américains. Fait remarquer à Walt Disney il y a 5-6 mois que le remake de Blanche-Neige est très malvenu parce qu'il portait atteinte à leur image d'individus de petite taille. C'est vrai qu'il y a un moment, on ne sait pas, pour l'instant, il y a des gens qui disent ben non, si j'étais moi-même pas très grand, sans doute que ça m'énerverait totalement. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas forcément conscience totalement. Mais quand on dit Blanche-Neige, j'ai plein de fois. J'ai eu ma dernière fille qui me parlait de La Belle au Bois dormant. En disant, mais le prince, il embrasse alors qu'elle dort. C'est du harcèlement. On ne va pas embrasser une fille qu'on ne connaît pas et qui dort. Mais ça ne se fait pas. Alors, on peut trouver que ça va plutôt loin. En même temps, à l'époque, les gens qui chantaient Bâton Quinoise ou qui jouaient à Jean Chou n'avaient pas le sentiment que ça allait trop loin. On trouvait ça relativement normal. En chantant Bâton Quinoise, voilà, les femmes colonisées, ça servait un peu à ça. Puis c'est la guerre, c'est la guerre. Voilà. Et donc aujourd'hui, quand il y a des choses qui nous semblent un peu excessives, je pense que dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, on réalisera qu'on a pu être, à l'insu de notre plein gré, complice de choses qui seront jugées comme étant totalement détestables. Sans être foncièrement méchant, parce qu'il y a des générations de gosses qui ont joué avec ce genre de jeu qui n'étaient pas des monstres. C'est un jeu qui avait été offert par tonton ou par Noël, et puis voilà. Enfin, si moi qui disais, c'est bientôt Noël. Il n'a pas été reproduit. Il n'a pas été réédité. Non, là, mais si vous voulez, avec la DGP, une session de droit, si vous faites de l'édition. On pourrait mettre des Russes maintenant. Oui. Bon, allez, il n'y a plus de questions quand même. Je vous ai parlé pendant une nuit entre patates tout seul. Voilà. Aussi, je suis un gros facho qui vous impose le silence. Ouais, dites-le. Dans le fond du musée, vous avez aussi du sonore, des chansons on a du sonore, un peu difficile d'accès. Tout ce qui a déjà été numérisé, c'est assez facile. Tout ce qui n'est pas encore numérisé, c'est beaucoup plus compliqué. On a énormément, il y a tout un secteur notamment d'ethnomusicologie qui a été très développé. On a beaucoup de musique traditionnelle de France, parce qu'on est historiquement musique nationale, les arts et traditions populaires. J'ai bien une dame qui s'inquiétait de l'existence, de la spécificité de l'existence du vielle savoyard. Et je lui ai fait connaître un enregistrement d'une musique, d'une valse savoyarde sur une vielle de nos collections. Alors, je cherche toujours la vielle, on a l'enregistrement. Enfin, là aussi, on a des choses très pointues. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens qui s'intéressent au distinguo entre les vielles savoyardes et des vielles du Massif central. D'où le fait qu'on ne numérise pas tout, parce qu'il n'y a pas une demande non plus. On numérise à la demande. Le régime du patrimoine, du coup, c'est des choses qui sont écoutables, pour les recherches. Oui, pour des recherches, tout ça parfaitement consultable. Et puis, il y a, en fonction des secteurs, vous voyez, là, pour l'instant, je suis en train de faire rentrer les costumes d'un illusionniste en Hong qui s'appelle Jürgen Co. Et qui a tout jeune a découvert le cinéma muet, puis le cinéma parlant. Et ce cinéma muet qu'il a marié quand il était jeune adolescent ont beaucoup impacté son jeu sur scène. Et donc il y a des films qu'il a regardés
les costumes qu'il a créés, son jeu, prénom, son maquillage, l'impact du cinéma parlant. Et donc, quand on a les premières vidéos de ses spectacles, des répétitions de son spectacle, filmées par son père, parce que lui, c'est pas seulement la façon dont il joue, c'est la façon dont les spectateurs vont voir ça. Et donc, son père le filme, ou un ami, des fois, le filme, pour voir ce que ça donne du côté du public. C'est-à-dire que quand quelqu'un lui explique, oui, là, tu vois, machin, on comprend pas. Donc, s'il a des images filmées, et donc là, on a, dès les années 50-60, quelqu'un qui se filme au travail pour améliorer son spectacle. Donc, et ces choses-là, là, on les numérise en priorité parce qu'elles permettent de dire beaucoup de choses de ses costumes et de son jeu. Et du rapport entre cirque, music hall, cinéma muet, cinéma parlant. Moi, j'avais une question. Je me demandais si du côté des opprimés, de ceux qui étaient moqués, on avait création d'objets similaires, avec des têtes de blanc qui tombaient et tout ça. Ben, moins, parce que d'une part, c'est des plus risqués. Tu sais, c'est la question du pouvoir médian. Hein. Ceux qui ont la force ont le droit. Ceux qui n'ont pas la force, la justice, c'est que la question du plus fort. On sait depuis l'Antiquité. Après, quand nous, on a pu s'amuser avec certains jeux, c'est une chose. Qu'on ait pu faire du fétichisme, bien sûr, là c'est encore autre chose. On ait éventuellement zigouillé quelques personnes qui dépassaient un peu les bornes ou trop. Ça fait aussi partie de la règle du jeu. Mais quand vous avez une armée qui arrive avec des moyens très supérieurs aux vôtres, le truc assez classique, c'est de faire un profil bas avant de pouvoir survivre. Après, le temps de s'organiser. Une fois qu'on est organisé, c'est le cas du Tonkin, même s'il faut 50-60 ans, on arrive à retrouver sa liberté. Le Tonkin est soumis fin du 19e, au milieu du XXe siècle, l'affaire est réglée. Et ils ont réussi avec le soutien chinois. Mais cette bataille redonnable ou extraordinaire sur le côté de Course-Place de Dien Bien Phu, qui était totalement inattendu. Et il m'avait toujours des revers de l'histoire. Quand nous, Français, on arrive enfin, c'est la fin de la guerre, on est content, on a réussi à virer les vilains Allemands avec leur programme politique terrible. Quand il y a eu une fête de revendication dans le même mouvement en Algérie, qui à l'époque était une terre française, on tire sur la foule pour la calmer. On vient sur Thiers, Jules Ferry, dont on parlait tout à l'heure. Les rapports de pouvoir, les guerres, c'est jamais sympa et ça démarre très tôt. On est dans une période de grève, on a tous plus ou moins affaire à des chefs, des familles qui ont des chefs, ça se passe plus ou moins bien. Donc évidemment, on se suit sur une guerre, une situation de général très très vite. Et dès que les gens ont ça, on s'est génère aussi très vite. Bon. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a des gens qui partent discrètement. Merci beaucoup. Moi, à midi, j'ai fini. Moi aussi, je vais y aller. Mon contrat est fini là. Après, je suis plus payé. J'ai une petite question. Est-ce que les jouets Martin, ça vous dit quelque chose? Non. Ils ont fait blanc, avec l'élastique. Oui, voilà, les jouets, c'est pas mon domaine. Ça, c'est mon domaine que je connais dans la fête foraine. Là, ici, on est pour vie domestique, et donc c'est un collègue qui est spécialiste de ces questions-là. Vous êtes plus sur quel... Les arts du spectacle. Voilà, les arts du spectacle, donc des orgues au cirque jusqu'à la fête foraine. Voilà. Je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas de conservateurs pour spécialement pour la musique traditionnelle, étant donné qu'il y a un gros fond au MNATP. Enfin, je suis un peu déçue en fait. Je me demandais pourquoi c'était une prise de position dans le projet scientifique et culturel.
Sur la musique traditionnelle, ça fait partie du pôle dont j'ai la responsabilité. Sauf qu'il y a quelques années, c'était assez nombreux, que maintenant je suis tout seul. Donc évidemment, je peux m'occuper de tout, d'être compétent. Je me dis que même dans ce qui est ma spécialité, ma manière de regarder les choses, c'est de me considérer comme pas très compétent pour systématiquement demander un. Et quand on a un souci en particulier, il y a des personnes qui interviennent. Vous voyez, sur la musique traditionnelle, il y a toujours 2 personnes extérieures qui travaillent sur ces questions-là, autour notamment des cornemuses et des pièges. Donc, il y a des chercheurs du ministère de la Culture qui travaillent sur ces questions-là, autour de nos collections, et qui viennent très régulièrement et qui organisent à l'intérieur du Lucem des séminaires pour les spécialistes de ces questions-là. En sachant par exemple qu'il y a aussi beaucoup de structures qui s'occupent du musique traditionnelle qui travaillent pour les réactualiser. Oui, je pense notamment à l'espace Miracle, je sais pas comment ça s'appelle, qui s'occupe de remettre au goût du jour la langue provençale. Oui. Voilà, ils font ce genre de manifestation. Non, mais il y a des gens très 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 bien qui font ça justement de manière très actualisée, très. L'Ostao, ça s'appelle. Comment? L'Ostao, je crois que ça s'appelle. L'Ostao? Ça n'existe plus, ça? Non. C'était rue des Trois-Rois, à l'angle de la rue Sibier. Je sais pas. C'est plus ça. Ah ouais? Voilà. Bon, merci en tout cas. Vous n'avez toujours pas chanté La connaissais petite, donc évidemment la truc de la banane m'avait échappé. Moi je connaissais que l'eau. Ah oui, oui, souvent ça reste à ça. Souvent mes parents me disent que moi je suis chevalier, donc moi je trouve ça super, mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais revenir les paroles pour être chevalier. Voilà, donc avec toutes les excuses, on va un peu abîmer quelques images du passé. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.